Salut tout le monde et bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur cet épisode, on est quel jour 4 du marathon d'Halloween. Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur un peu moins connu mais non moins terrifiant. Il s'agit de Wolf Creek et en particulier de celui qui l'a inspiré, Ivan Milat. Sans plus tarder, prenez quelque chose à boire, à manger, c'est l'heure du crime. Générique. En gros, l'histoire de Wolf Creek, c'est pas très compliqué. C'est des potes qui vont faire un road trip en Australie et le soir, ils tombent en panne. Et un homme, en apparence très charitable, très serviable, s'arrête pour les aider, les ramène chez lui pour changer des pièces, que sais-je. Et en fait, il s'avère que c'est un véritable psychopathe, un tueur effroyable. Et en fait, cette histoire, elle est basée sur Ivan Milat ou le backpacker killer. En français, c'est un peu moins glamour, c'est le meurtrier des routards. Et en fait, dans les années 90, il a tué au moins 7 personnes en Australie. Alors je me souviens de cette histoire, alors j'arrive pas à retrouver la conversation mais je me souviens que j'en avais parlé avec l'une de vous quand on parlait de Catherine Knight sur un IGTV sur Instagram. Et en fait il a tellement sévi en Australie et ça a tellement fait de bruit que carrément maintenant il est interdit de faire de l'autostop en Australie. Alors tout commence en 1992 quand des écoliers vont découvrir un cadavre en décomposition dans une forêt alors qu'ils faisaient de la course d'orientation et la police trouve un autre cadavre à même pas 30 mètres du premier et au début on pense que c'est Caroline et Joanne, deux autostoppeuses britanniques qui ont été vues la dernière fois à Sydney, qui ont un peu mystérieusement disparu. Joanne a été poignardée 35 fois et Caroline a été abattue à la tête d'une balle à la tête et on pense au début que c'est des cas isolés. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas un cas isolé, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui, puisque en 1993, donc assez espacé, un an plus tard, un homme trouve pareil dans une forêt assez éloignée un crâne et un fémur humain. Cette fois-ci, on pense que c'est Deborah et James, pareil, deux autostoppeurs, mais la police est un petit peu perplexe au départ parce qu'en fait on avait retrouvé les affaires de James, donc son sac à dos, son appareil photo, etc. à Sydney, donc à facile 100 km de là où ont été retrouvés les corps. Un mois plus tard, de nouveau, on va retrouver un crâne. De nouveau, ça va être encore une fois un autostoppeur. Cette fois-ci, c'est 3 qui sont tous à une 50aine de mètres l'un de l'autre. Donc vraiment, on pense qu'ils étaient en groupe. C'est plus qu'évident. Ils ont été soit poignardés, soit abattus d'une balle dans la tête. Et en fait, l'une d'entre elles a presque été décapitée. Alors, pour établir le profil du tueur, on pense que obviously, le tueur avait passé du temps avec eux avant de tuer les victimes, mais on pense aussi qu'il a passé du temps après, puisqu'on a retrouvé parfois des campements assez primaires autour de là où on a retrouvé les cadavres. On peut réussir à lier un peu toutes les œuvres entre elles, puisque c'est les balles du même calibre qui ont été retrouvées sur les corps qui ont été abattus. Certains avaient été étranglés, d'autres avaient été presque ou voire même totalement décapités. Donc on voit quand même un petit peu un pattern dans tout ça. Alors au début on pense que c'est l'œuvre d'un duo et en fait l'affaire commence à prendre un petit peu de l'ampleur, tellement d'ampleur médiatique qu'en fait la police est contactée très rapidement par un Anglais, Paul Onions, qui était un ancien autostoppeur dans les années 90 en Australie et qui raconte en fait qu'il a été pris en autostop par un homme qui se fait appeler Bill et qu'il a réussi à s'échapper quand l'homme a pointé une arme sur lui. Et bien entendu, son témoignage va être recoupé avec d'autres et bien vite on va pointer le doigt sur Ivan Milat. Alors avant de partir sur le procès, l'arrestation, etc., qu'est-ce qu'on sait sur Ivan? Alors en fait, c'est le 5e fils d'une fratrie de 14. Ses frères globalement c'est des petits voyous, il y a du vol, vol de voiture. Lui personnellement il a été pareil, arrêté pour vol, tentative de séquestration et de viol également, donc grosso modo les casiers sont pas ouf. Il a toujours eu un comportement un petit peu antisocial et il a été impliqué dans une série de vols avec ses frères, mais seulement il a maquillé son suicide pour partir un petit peu
s'échapper en Nouvelle-Zélande pour après revenir par la suite en Australie. Alors on va très vite arrêter Ivan, premièrement parce qu'il ne travaillait pas les jours des agressions, et ensuite, et c'est ça vraiment sur ça qu'on va se baser, c'est que les témoins l'ont reconnu formellement. Chez lui on va retrouver également plusieurs armes, pas mal d'armes, dont certains avaient le même calibre que les balles qu'on a pu retrouver dans les crânes de ces pauvres victimes, ainsi même que des objets de valeur, notamment des bijoux ou des effets personnels des victimes. Alors, au procès, la défense a essayé de dire qu'il n'y avait aucune preuve non circonstancielle sur le fait que Milat en fait était véritablement coupable. Il y a eu énormément de témoignages lors de l'audience, presque 145, ce qui pour moi est quand même assez important, on va dire. Bon nombre de sa famille ont soit témoigné contre Milat, soit pour Milat. C'était un petit peu le bazar dans tous les sens. Il a essayé également de faire inculper ses frères, mais globalement tout le monde lui a dit non, ça par contre ça c'est ta merde, c'est pas nous qui avons tué cette personne, c'est ton fait. Au final, il a été condamné à perpétuité pour chaque chef sans libération conditionnelle possible. La libération conditionnelle, on l'a déjà vu, c'est qu'en gros, même pour bonne conduite, il n'aurait pas pu partir plus tôt que ce qui avait été prévu en gros. Et une fois en prison, il était vraiment pas docile en fait. Il s'est mutilé pas mal de fois pour forcer à faire appel, etc. Il a même fait une grève de la faim pour avoir une PlayStation. Il a essayé de s'échapper pas mal de fois et tout, donc globalement bon, c'est un petit peu la cata. Et il est mort en 2019 à 74 ans d'un cancer de l'œsophage. Et du coup voilà, c'est le psychopathe en question de ce film d'horreur. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, si vous avez aimé ce film. Voilà, dites-moi vos ressentis. On se retrouve demain pour le 5e épisode du marathon d'Halloween. Je mets comme d'habitude tout sur la petite playlist. N'hésitez pas à les regarder, commenter, liker, partager, abonnez-vous, tout. Franchement, ça me fait très plaisir de voir vos retours. Et en tout cas, on se retrouve demain. Ciao!